Bonjour à tous et bienvenue sur Focus Fondamental Podcast, le podcast de finance qui se concentre sur les fondamentaux. Tous les lundis matins à 8h, nous sommes disponibles sur toutes les plateformes de podcast, également YouTube pour la vidéo. Et aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir donc Sony de Sequoia. Comment tu vas ? Un grand plaisir les gars, tout d'abord de m'avoir invité sur votre chaîne et ça va super. J'espère que vous aussi vous avez la forme aujourd'hui. Absolument. Très bien, super. En plus, il fait beau. En plus, il fait super beau à super Paris beau. en ce moment. Waouh, ouais. On se retrouve dans un petit cadre super sympa. Pour une fois, on n'est pas en visioconférence ou dans le salon. Ou sur le vieux canapé à Saint-Maur. C'est clair. Donc aujourd'hui, c'est parti pour une petite interview. On va faire un peu le point donc sur la finance, sur ton business, etc. Et ça va être donc très sympa. On compte sur vous. N'hésitez pas à liker la vidéo parce qu'on sait déjà que vous allez l'aimer. Sur ce, Sony, comment t'as lancé ta chaîne YouTube, ta page Instagram, enfin ton business? Tu vas un peu nous en parler. Alors, c'est une question bien large. Je pense que ça va retracer un peu toute mon histoire. Comment est-ce que j'ai créé plutôt ma chaîne plutôt Instagram? C'est ça, Instagram. Ça peut regrouper aussi ton parcours d'investisseur, comment t'en es venu à tout ça. Ouais. D'accord. Alors, c'est vrai que ma page Instagram, je pense que tout a débuté avec mon métier d'enseignant. C'est-à-dire, avant, j'étais enseignant d'EPS. J'ai démissionné en 2022 et j'avais créé ma première école. J'ai toujours ma première école qui s'appelle Capou Capeps. Pour ceux qui veulent aller voir sur Instagram, vous pouvez, si vous êtes curieux. Et du coup, cette page Instagram, c'était unique. C'est pour même cette boîte, cette entreprise, j'aide les étudiants à devenir professeurs d'EPS. Il y a un concours à passer. Du coup, il y a des fiches de révision, il y a une formation à faire. Et j'ai créé cette première page Instagram, ça a bien fonctionné. J'ai donc commencé à créer bien sûr de l'argent. Du coup, cet argent, je me suis dit, qu'est-ce que j'en fais ? Et c'est là que donc j'ai commencé à investir en bourse en fin 2020, en octobre 2020. Ok, t'as raté de peu la baisse du Covid. Ouais, c'est ça. Et du coup, je suis monté, c'est remonté un peu en Covid. J'ai investi à ce moment-là. Et après, forcément, on sait tout ce que ça a fait. Donc, on a eu de très, très belles performances. T'as pu surfer 2021. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup, et j'ai profité également d'une bulle, lorsque j'appelle récemment, quand je vous expliquais tout à l'heure, un peu une bulle algorithmique, ce qui s'est passé sur Insta. Quand ça a repris vraiment en période Covid, il fallait investir. Tout le monde parlait d'investissement, de bourse. Et je pense que quand j'ai commencé à créer mon contenu sur Instagram, c'est là que donc j'ai vu vraiment que ça prenait, il y avait de l'engouement, il y avait des gens intéressés qui souhaitaient investir. Et c'est là que j'ai fait mon parallèle un peu avec mon métier d'enseignant. J'adore enseigner, j'adore transmettre. Mon papa aussi est dans ce milieu-là. Et j'ai toujours gardé un peu cette âme pédagogue et j'ai voulu vraiment donc faire exactement la même chose dans le domaine de la bourse. Et c'est là que j'ai commencé à ouvrir ma page Instagram sur Sequoia. Okay. Ça a été difficile parce que sur les premiers partages, ça a pas pris. Et au fur et à mesure de rajouter un peu de design, un peu de ma pièce, un peu de ma couleur, un peu de ma personnalité, c'est là que ça a commencé un peu à se développer. Et t'as voulu te mettre directement dans la bourse ou t'as hésité peut-être un moment avant de te lancer dans l'immobilier ou... Ouais, plus dans l'immobilier, tu sais. Dans l'immobilier à la base, et après tu bifurques, tu te dis l'immobilier ça va être beaucoup trop compliqué, donc tu t'es lancé dans la bourse. Ouais, ça demande du temps. Ce que je suis quelqu'un qui parle beaucoup un peu de temps, de liberté. J'ai longtemps cherché ça. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai démissionné de l'éducation nationale parce que le temps, je le sentais qui se bouffait parce que j'étais envoyé à des kilomètres et des kilomètres de chez moi plusieurs heures. Du coup, je commençais à réfléchir un peu sur le temps que je passais, etc. Sur les routes. Je me suis dit non, c'est pas possible, je peux pas faire ça tout le temps. Et du coup, c'est là que je me suis dit non, l'immobilier, si c'est pour bouffer du temps, mais en même temps pas être forcément rentable que ça, c'est pas forcément sur cette voie-là que je souhaite m'engager. Puis c'est tout sauf passif. Puis c'est pas vraiment le passif locatif en tout cas. Le locatif, ouais. Je pense qu'après il y a différentes stratégies qui permettent d'être plus passif que d'autres, ouais. Okay. Mais c'est comme ça que c'est venu. J'ai voulu, alors tu sais, t'imprimes toujours ta petite fiche quand tu commences à pointer, tu sais, est-ce que la toiture est bonne, combien de mètres carrés, salle de bain à refaire et tout, tu sais, tu check, et puis après, les fiches, les checklists. Voilà, tu sais que tu fais là, à la maison, tu fais bon, allez, celle-là, je l'achète, puis à la fin, voilà, tu perds du temps parce qu'il faut aller voir le banquier, faut faire une simulation de prêt, est-ce que t'es apte ou pas. Et ça prend beaucoup de temps. Et c'est là que j'ai trouvé en fait l'intérêt de la bourse, c'est que vraiment tu peux tout gérer, tu peux investir, tu peux faire fructifier ton argent. Ça peut prendre vraiment, si tu fais une stratégie full passif, ça peut te prendre 5 minutes par an, 10 minutes par an. Enfin vraiment. C'est clair. Mais comment t'es tombé sur la bourse du coup ? Alors la bourse, pour être franc avec toi, je suis tombé aux périodes de Covid. Ouais. C'est là où tout le monde commençait à en parler et c'est là que je me suis vraiment lancé dedans. J'avais toujours mon métier d'enseignant d'ailleurs, tu en parlais, donc je faisais en même temps Capou Capeps, en même temps Sequoia. Et c'est venu vraiment en période de Covid où beaucoup de personnes commençaient à en parler et j'ai commencé aussi à me renseigner quand Capou Capeps ça commençait à générer de l'argent. J'avais de l'argent en même temps de mon métier d'enseignant
Et en tant qu'auto-entrepreneur aussi, j'avais aussi Capou Capeps. Et en fait, tout ça, ça me permettait de commencer à générer de belles sommes entre 4 et 5 000 euros par mois environ. Et donc, du coup, tu te dis, comment investir cet argent-là? Parce que du coup, moi, je mettais tout sur le livret A. Tu vois, à un moment donné, je me dis, c'est bien, en fait, le livret A. Et après, t'apprends différents systèmes, t'apprends comment fonctionnent les taux d'intérêt, l'inflation. Et donc, t'apprends qu'en fin de compte, l'argent que tu laisses en banque sur ton livret A, en fait, compte, la banque, viennent donc, du coup, l'investir ailleurs sur des meilleurs taux, etc. Du coup, tu réfléchis même à l'inflation et tout ça, et tu dis en fait, il y a peut-être mieux à faire, et c'est là que j'ai trouvé donc le système de la bourse pour combiner à la fois le temps et le rendement, qui me paraissait intéressant, en tout cas sur le long terme. Ok, d'accord. Non, j'allais dire, et du coup, aujourd'hui, tu fais que de la bourse, ou est-ce que tu as d'autres classes d'actifs, immobiliers, crypto? Alors, j'ai d'autres classes d'actifs. Ouais. J'ai par exemple, si je me trompe pas, on va 5 si je me trompe pas. Premièrement, c'est la bourse. Deuxièmement, ça va être sur les SCPI. Okay. Ça c'est, tu vois, j'aimais l'immobilier, j'aimais bien, mais je cherchais, tu vois, le côté plutôt passif. C'est vrai que les SCPI, pour ça, c'est top. Mais t'as beaucoup de frais. Il y a des frais, c'est vrai qu'après tu as les impôts, bien sûr. Ouais. Alors à part si bien sûr tu choisis des SCPI plutôt européennes, un peu moins en France. Ou si tu investis en société, c'est vrai que c'est beaucoup plus avantageux, effectivement, parce que du coup tu es à 25% au lieu de 40 et quelques en particulier. Mais par contre, au niveau de la performance, moi, ce que j'avais vu sur les SCPI, c'est que c'est pas non plus fantastique. Après, non, c'est pas fantastique. Pas forcément, mais c'est peut-être ça aussi entre 5 et 8%, même pas, je crois. Les SCPI, ouais, c'est ça. Tu tournes entre 5 et 8%. Après, c'est plus pour générer, honnêtement, c'est brut, souvent affiché sur certains sites. Après, c'est plus pour avoir des rentes en fin de compte régulières par mois. Okay. C'est plus par rapport à ça et être bien sûr exposé sur des marchés, sur un marché immobilier. Alors après, c'est 5 à 8% juste sur le versement sur le versement de loyer. Après, tu as bien sûr aussi les parts qui peuvent augmenter et qui peuvent prendre de la valeur. Ça dépend aussi, sur quel SCPI est-ce que tu achètes. Bien sûr, ça peut varier, ça peut descendre, ça peut aller à la baisse. C'est vrai que j'avais commencé à regarder, moi, tout ce qui était immobilier, SCPI, mais en fait, le problème de la liquidité. C'est la liquidité, par contre, sur le marché secondaire, t'as rien. C'est invendable. Non, c'est invendable. Une fois que t'achètes, c'est pour ça qu'on considère souvent, faut les garder au moins plus de 10 ans. En fait, c'est ce qu'ils recommandent souvent sur les sites internet, c'est que les SCPI, tu les gardes en fond et tu laisses tourner ça. Le troisième placement, j'ai crypto-monnaie. Donc, bien sûr, toi, je sais que t'es fan de Bitcoin, du coup. J'investis sur Bitcoin, principalement, Ethereum, Solana. Je suis pas foufou. Je suis pas, quelqu'un à rechercher des petits projets vraiment qui vont exploser, qui vont faire x100. Je me dis que je préfère investir sur la techno, sur la tech, plutôt que sur différentes spéculations, comme on a pu voir avec, je sais pas, il y a eu quoi, le Shiba ou le Trump, tu vois, les trucs comme ça. Et je pense que c'est un peu un attrape-nigo, tu sais, quand ça monte, tu rentres à ce moment-là. Oui, clairement, c'est purement spéculatif, purement spéculatif, fondamentaux. Ouais. Et en gros, tu vois, avec cette sphère financière, donc il y a bourse, SCPI, crypto, il y a aussi d'investir sur des bons du trésor, plutôt français, pas américains. Peut-être ça va y venir. Parce que c'est vrai que les taux en plus américains sont beaucoup plus intéressants. Si on prend les bons du trésor, ça tourne de 4,20 autour de 4. Ça dépend du change euro-dollar. Parce que tu peux aussi y perdre. C'est vrai qu'en ce moment. C'est pour ça que j'évite de rentrer dedans. Parce que j'investis avec de la trésorerie, en fait. C'est vraiment ma trésorerie de la société. Donc si j'en ai besoin, je peux la retirer très vite, sans forcément être impacté justement par ce taux de change. Ouais, tu utilises Spico, c'est ça? C'est Spico, j'utilise ça aussi pour placer la trésorerie de la société. C'est vrai que c'est top. C'est intéressant. Il y a aujourd'hui, je crois que c'est 2,86 le taux sur les obligations européennes. C'est pas énorme, mais... Pourquoi pas faire un livret, tout simplement? Et ça n'existe pas sur les sociétés. Pour les pros, c'est compliqué. En fait, t'as soit des comptes à terme, mais c'est pourri parce que t'as ton capital qui est bloqué jusqu'à date. Ça. Sinon, t'as Spico. Tu peux aussi placer sur Interactive Broker aussi, remarque. Interactive Broker, t'as des comptes rémunérés. Sur des comptes rémunérés, mais Interactive Broker, ce qui est intéressant, si tu veux choper le taux plein, et encore, t'as des frais de change, du coup, c'est que tu dois avoir plus de 100 000 euros, en fin de compte, pour vraiment toucher le taux plein. Donc, c'est 100 000 dollars, ils disent 100 000 dollars pour toucher le taux à je sais pas combien il doit être à 4,3 sur Interactive Broker. Mais ça demande d'avoir des gros portefeuilles. Ouais, puis en dessous de 10 000, t'as même pas, tu touches rien, c'est 10 000 minimum. Et voilà. Ce que j'ai voulu, tu vois, toujours un peu cette flexibilité, j'aime bien en fait ce concept-là de générer de l'argent et être à la fois flexible. Donc tu vois, Spico, je trouve que mettre sur des bons du trésor et quand tu as besoin de ta trésorerie parce que je sais pas, il t'arrive un truc sur ta société, tu veux investir par exemple sur un projet sur une application, comme tu peux faire avec une Qinvest par exemple, tu prends ton cash, le virement il dure même pas 2 jours et tu récupères et en même temps ta trésorerie elle fonctionne. Donc c'est intéressant. Il y a 4, je crois que ça fait 1, 2, 3, 4. Et le 5e, si je me trompe pas, ça va être, crowdfunding immobilier. Ok. La première brique?
La première brique? J'investis sur Club Funding. Okay. Club Funding, ce qui est chiant pour ceux qui sont intéressés, c'est limité. Il y a un ticket d'entrée à 1 000 €. Okay. Donc, c'est un peu galère pour ceux qui commencent. Ou sinon, il y a Brix. Brix qui ont changé un peu de cap. Je trouve que c'est un peu plus sérieux parce que avant, c'était des royalties qui versaient. Ouais, j'avais vu ça. Il paraît que c'était pas... C'est pas réglementé par l'AMF, en fait. Et du coup, il y en a plusieurs. Parce qu'il y a même Tokimo qui est fait par Christopher Van Gunn. Ouais, Christopher Van Gunn, ouais. Ils font, lui, c'est des obligations. Maintenant, il fait aussi, lui. C'est régulé par l'AMF. Ah non, c'est des trucs où tu achètes une maison à plusieurs. Ouais, c'est ça, c'est départ. Mais en fait, si tu veux, ils remboursent ensuite ils remboursent les. Ouais, avec 10-11% d'intérêt. J'ai vu sur des projets assez court terme, en plus, à un an. Et c'est des obligations, en fait, compte d'entreprise. Ensuite, ils te reversent des coupons. Parce qu'avant, c'était des royalties, ils versaient. Mais l'AMF, ils ont tapé sur le doigt. Non, c'est pas réglementé. Donc maintenant, c'est des obligations. Et ça, c'est réglementé. Et donc, du coup, toutes les entreprises, en tout cas dans le crowdfunding, sont mis dessus. Pour ça que Brix, tu vois, ils sont pris un petit coup de massue. Ils ont dit, on va passer sur de l'obligation. Et donc après, voilà, c'est ça. Et bien sûr, moi, ce que j'aime bien et ce que j'éduque aussi mes élèves à faire avec Sequoia, c'est vraiment de ne pas sous-estimer l'épargne de précaution. Oui. Je pense que ça, c'est vraiment le premier pas. Il y a des gens, tu vois, qui souhaitent investir, mais qui n'ont pas d'épargne de précaution. C'est-à-dire que j'appelle souvent ça, c'est le permis d'investir. C'est-à-dire, si t'es pas capable d'épargner 3 à 6 mois de salaire en avance, c'est compliqué pour toi, en fin de compte, ensuite, d'investir en bourse. Ouais. Donc, déjà, apprends à investir, apprends d'épargner rien que sur un livret A. C'est une première étape pour apprendre à investir. Et ensuite, tu pourras aller sur ça. Donc, j'ai toujours aussi, bien sûr, mon épargne de précaution de côté. Ouais. Okay. Ça, c'est vrai que l'épargne de précaution, c'est super important et on a tendance à la sous-estimer. Ouais. Elle a tendance à diminuer aussi. Des fois, tu te dis, purée, j'aimerais bien l'investir un peu. Il y a des opportunités, des fois tu saisis, tu fais, est-ce que je vais craquer le livret A là? Et après, ça dépend de toutes les personnes. Par exemple, si tu as des gros revenus, tu peux te permettre peut-être d'avoir un peu moins d'épargne de sécurité. Ou si t'es fonctionnaire. Ou par exemple, moi, j'ai pas de famille, tu vois. Donc, voilà, c'est ça, ça va dépendre des gens. Tu peux mettre full up dans tes investissements à partir d'un certain âge. Plus tes responsabilités grossissent, plus il vaut avoir une marge de sécurité, mais sinon. Ça. Carrément. Ça dépend de ton profil. Et sinon, pour revenir à la bourse, comment toi tu définirais un peu ta stratégie? Est-ce que tu as commencé par quelque chose de purement simple, ETF, ou t'es allé pas dans les dividendes, dans du value, etc., ou vraiment t'es arrivé tout de suite très cartésien avec une stratégie qui n'a jamais bougé depuis tes débuts? Alors non, c'est beaucoup évolué en stratégie. Au début, je t'avoue, j'étais vraiment dividende. C'est-à-dire que mon premier critère que je regardais, c'était vraiment le rendement. C'est-à-dire que voilà, je souhaitais des entreprises entre 3 et 4% de rendement. Je souhaitais ce genre de boîte-là et rien d'autre. C'est-à-dire que j'avais pas d'analyse fondamentale, pas de critères, pas de méthodologie d'investissement. Et au fur et à mesure, ça s'est affiné quand j'ai lu différents ouvrages, avec notamment la méthode Quality que vous utilisez également avec votre outil. Et c'est là que j'ai commencé donc à bâtir ma stratégie, à m'éloigner, tu vois, de plus en plus des actions vraiment type rendement et de me concentrer vraiment sur du quality. Mais par contre, j'ai jamais lâché les dividendes. C'est-à-dire que pour moi, les dividendes, ça reste quand même un indicateur de bonne santé financière d'une entreprise, à long terme, je parle. C'est-à-dire, si une entreprise est capable d'augmenter son dividende de 10% par an en gardant un payout ratio, alors je sais pas si je vais peut-être, pour les auditeurs, je pense qu'ils connaissent un peu, un payout ratio qui est maîtrisé, ça veut dire que forcément, elle génère plus de cash à côté et donc forcément de renvoyer un meilleur signe. Et de toute façon, il y a plusieurs aussi, études qui le démontrent que les actions à dividendes qu'on appelle grower et initiator, c'est-à-dire qui augmentent et qui versent leurs dividendes depuis plusieurs années, surperforment ceux qui ne versent pas de dividendes. Parce qu'il y a moins de volatilité, je trouve que c'est plus performant à long terme parce que les investisseurs, tu sais, sont plus engagés envers l'entreprise et je trouve que ça les rassure un peu, tu vois. Okay. Il y avait la théorie de l'oiseau dans la main aussi qui a été fait par, j'oublie tout le temps les études, mais tapez. Hein? Pas Nassim Taleb. Non, c'était pas Nassim Taleb, c'était deux chercheurs, notamment. Alors vous tapez de toute façon étude Bird in the End, en fait, qui montrait que les actions à dividendes étaient moins volatiles et plus performantes parce que les investisseurs les gardaient plus longtemps en fin de compte à long terme, donc vendaient moins. Tu vois, tu prends Air Liquide par exemple. Moi, Air Liquide, c'est ce que je dis tout le temps. Tu vois, il y a des gens qui disent ouais, mais les dividendes n'enrichissent pas l'actionnaire. Oui, à court terme, moi je trouve que ça n'enrichit pas l'actionnaire, mais par contre sur X années, sur 20, 30 ans, moi je pose toujours la question, c'est au moment du détachement, oui c'est neutre. Mais par contre, moi je me prends toujours la question, tu vois, je m'éloigne et par rapport à cette théorie, je me dis, est-ce que Air Liquide aurait été aussi performant et aussi stable à long terme si elle n'avait pas versé de dividendes? Peut-être pas.
Et ça, on sait pas. Mais du coup, je me pose la question parce que c'est l'une des entreprises les moins volatiles, je trouve, du CAC. Quand tu regardes un peu la volatilité de Air Liquide, elle est genre inexacte. Et moi, enfin, elle est intacte, tu vois. Et moi, je trouve que moi, je me pose sur ça. Avec toutes ces études, donc je garde quand même le critère dividende, mais attention, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que je me concentre pas sur ça. Je regarde bien sûr les marges, je regarde tout ça. Bon bref, il y a cette stratégie principale. Juste, si une entreprise ne verse pas de dividende. Ouais, je sélectionne pas. Ok. Donc par exemple, une entreprise comme Fortinet qui verse pas de dividende, tu t'achètes. Non, je regarde pas. Alors après, voilà, il y en a qui vont dire c'est n'importe quoi, t'aurais pu. Mais moi, par rapport à voilà, c'est ma stratégie, c'est mes convictions personnelles avec toutes les recherches que j'ai pu faire à côté. Et moi, je me dis attends, si ça, c'est pas pour rien qu'il y a différents courants de pensée sur les dividendes growers initiateurs qui montrent vraiment justement qu'il y a de la surperformance par rapport à ceux qui n'en versent pas. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Mais par contre, tu vois, je préfère commencer avec un plus petit dividende, tu vois, genre à 1%. Plutôt que rien du tout, plutôt que trop haut même, tu vois. Okay. Parce que trop haut, du coup, ça veut dire peut-être que l'entreprise elle verse trop. Quand tu regardes le payout ratio, peut-être qu'il est à 100% et du coup, elle va pas tenir. Donc moi, j'aime bien rajouter ce critère-là en plus des indicateurs. Désolé, je te coupe, mais non, vas-y. Ou s'il est à 1%, c'est-à-dire que l'entreprise est aussi peut-être trop chère. Souvent, le yield est basé sur le prix. Sur le prix. Donc, oui, bien sûr. Ça, souvent, tu regardes les entreprises, je sais pas, t'as un payout de 40, t'as 0,5% de dividende. Ça peut aussi être un indicateur de valorisation, quoi. Ouais, c'est ça. Tu peux aussi te renseigner dessus. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et moi, j'aime bien combiner, tu vois, à la fois rendement, la croissance surtout du rendement à long terme, notamment avec le yield on cost qui peut être très intéressant aussi, tu vois, si tu investis, tu vois, si tu prends le yield on cost de Coca-Cola avec Warren Buffett, c'est une vache à lait le truc. C'est-à-dire qu'il génère environ 67%, j'avais calculé le yield par rapport à son prix d'achat de Coca. Il tourne entre 60 et 70% de yield on cost. Ouais, c'est impressionnant. Ouais, tu vois, pour te donner un exemple sur le yield on cost, aujourd'hui, je le calcule dans l'application, dans la partie portefeuille, tu as un onglet dividende et tu as le yield on cost de toutes tes sociétés. Rien que Hermès, je crois qu'aujourd'hui, elle est à 0,7% de dividende, un truc comme ça. Ouais, c'est ridicule. Je l'ai acheté il y a un peu plus d'1 an. Je suis à 1,5% de yield on cost. J'ai déjà doublé par rapport au prix du marché actuel. Et ça, c'est énorme. Mais tu vois, les gens, ce qu'ils comprennent pas, c'est tu mets du Hermès dans ton PEA. Tu touches pas pendant 30 ans. Mais t'imagines, toi, t'as investi 10 000 euros sur Hermès avec un rendement que tu touches pas. Peut-être que d'ici 20 ans, ton rendement, il sera à 30%. Mais 10 000 euros investis avec un rendement de 30%, c'est énorme. Tu touches 3 000 euros. Avec 10 000 euros investis. En fait, c'est ça. Et quand on me dit que le dividende, ça n'enrichit pas l'actionnaire, à l'instant T, oui. Mais par contre, à long terme, je trouve que c'est super intéressant. Et surtout, moi, je trouve un argument en faveur du dividende aussi, c'est la flexibilité. Parce que, déjà, alors, je pense que c'est un bon sujet, mais tu vois, la règle des 4%, personnellement, j'y crois pas. Et j'y crois pas parce que, psychologiquement, tu vois, alors déjà, c'est hyper loin de se projeter. Tu vois, tu te dis, dans 20-30 ans, je ferai 4%, je retirerai 4% de mon portefeuille. Bon, déjà, se projeter à 20-30 ans, on est tous là pour le long terme, d'accord, mais c'est hyper compliqué. Aucun de nous ne saura où on sera dans 20-30 ans. Et la règle des 4%, pour peu que tu te tapes une crise financière comme 2008, l'année où tu as la crise financière, si tu as besoin de te verser tes 4% et que les marchés ont pris moins 60%, ça va faire extrêmement mal à ton portefeuille sur le long terme. Puis il y a aussi un indicateur aussi, ce qui a été super intéressant, ça a été véhiculé par Morningstar et Xavier Delmas d'ailleurs. Depuis, je sors toujours cette ref. Je sais pas si vous connaissez sur Morningstar le Behavior Gap. Non. Le fait qu'en fait les investisseurs en ETF font moins bien que les indices. C'est-à-dire possible. Que le mec, par exemple, qui investit sur le S&P 500 fait moins bien que l'indice. Et là, tu te dis, mais attends, pourquoi ? Parce qu'en fait, à long terme, les investisseurs, quand il y a une baisse, ils revendent. C'est-à-dire que psychologiquement, les flux de montants sortent quand ça baisse. Et quand ça monte, ils investissent. Et c'est là qu'en fait, tu vois une concordance. Et du coup, la règle des 4%, c'est oui, c'est vrai que sur le papier, c'est beau. Mais c'est vrai, comme tu dis, c'est est-ce que psychologiquement, t'es prêt à encaisser ça ? Et c'est vrai que j'avais vu en fait ce fameux taux de détention Gap, d'une action ou même d'un ETF. Il a dégringolé, par exemple, un ETF, t'en détenais un pendant au moins 2-3 ans. En fait, maintenant, en Amérique, je crois que la détention moyenne d'un ETF, c'est quelques jours. Ah ouais, tu vois, c'est un délire. En fait, les mecs, ils font. Après, les Américains, ils sont. Peut-être un mois ou deux, tu vois, mais c'est un délire. Alors qu'avant, tu détenais ton ETF, en fait, sur toute une vie. C'était vraiment. Les mecs, ils travaillaient et ils achetaient leurs petits ETF, vu qu'avec les fonds de pension, il n'y a pas de retraite. Mais après, tu vois, je te coupe, mais. C'est impressionnant. Complètement à part, mais est-ce que c'est pas la société qui veut ça aussi ? On vit dans une société, tu vois, où vraiment on consomme tout de plus en plus vite, on veut tout gagner de plus en plus vite. TikTok, on nous montre des trucs, de l'argent facile. C'est et là, TikTok, tu te dis qu'en fait, des ETF, faut attendre 10 ans, mais jamais de la vie. Moi, je revends maintenant. Je vois que je perds de l'argent, je vais ailleurs et puis je vais sur du trading et puis j'espère que je vais gagner 10% par mois.
Mais du coup, je pense qu'on nous pousse aussi à de plus en plus consommer vite. Et donc, les ETF, je pense que c'est pour ça, du coup, qu'on ralentit un petit peu. Bon, ça, c'est vraiment plus psychologie, plus du coup, société. Ouais, là, on est plus sur de la philo. Mais je pense que en partie, ça joue. Mais surtout, pour te rejoindre sur les ETF, et moi, je pense que ça, c'est compliqué à vérifier, mais je pense qu'un investisseur qui est 100% passif ETF aura beaucoup plus de mal à tenir, tu vois. Si mettons, tu as une décennie perdue demain, et pendant 10 ans, la bourse fait absolument rien, comme c'était le cas entre 2000 et 2010. Un investisseur 100% passif ETF aura, je pense, extrêmement de mal à tenir parce que t'es pas renseigné sur les fondamentaux de tes entreprises. Versus si t'es investi dans une entreprise qui, en plus, verse un dividende que tu suis tous les trimestres, qui fait de plus en plus d'argent, qui augmente ses marges, qui communique à ses actionnaires, qui augmente son dividende, tu auras potentiellement beaucoup plus de facilité à tenir sur le long terme. En tout cas, je pense. Moi, je pense que c'est plutôt l'investisseur stock picking qui a tendance à être le moins patient parce qu'on peut très bien acheter un ETF qui verse un dividende. Et dans ces cas-là, le mec, il n'est pas pressé. Il a son business à côté, sa famille. En fait, il n'a pas le temps de faire comme nous des podcasts entiers de stock picking. Et le mec, il investit ses 300-400 $ tous les mois. La retraite par capitalisation, comme c'est aux États-Unis, sur son petit fonds de pension, sur son ETF, et il se prend pas la tête de savoir si le marché a baissé, Trump il a éternué, tout ça, et les gens ils s'en fichent en fait. Je pense que c'est nous, surtout notre gros travail à faire sur notre mental et notre philosophie d'investisseur, où nous, parce qu'on regarde, c'est notre passion, on regarde tous les jours un peu ce qui se passe en bourse, etc. Bien plus dur pour nous de se concentrer et de ne pas passer à l'action à chaque fois en avril, là où il y a une petite baisse de 15% en 2022. Et pour rebondir, tu vois, par rapport à ça, c'est par rapport à Hugo, ce que tu disais, tu vois, par rapport aux ETF, c'est vrai qu'il y a peut-être une faiblesse, un point un peu faible sur les ETF. Enfin, pour ceux qui débutent avec les ETF, c'est comme tu dis, tu vois, c'est qu'on ne sait pas pourquoi est-ce que ça baisse. Souvent, tu vois, parce qu'on investit en ETF parce que c'est hyper simple, c'est hyper accessible, on investit tout de suite dessus, mais on connaît pas vraiment comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que ça marche. Et je trouve que c'est bien aussi de se former avec les actions parce que du coup, on passe un peu plus de temps sur le fonctionnement d'une société, comment est-ce qu'elle est intégrée en fait au sein du S&P 500, comment ça fonctionne, ses marges, pourquoi est-ce qu'elle prend plus de place au sein d'un ETF. Et je trouve que les ETF, c'est simple. Mais par contre, ça attire beaucoup de débutants qui n'ont peut-être pas forcément la psychologie adaptée en cas de baisse. Donc, je pense que, tu vois, c'est plus un pôle psychologique. C'est pour ceux peut-être qui débutent, peut-être un point à revenir dessus. C'est que les ETF, attention, c'est pas magique, ça peut baisser. Et c'est bien de se former aussi à côté sur le fonctionnement pour vraiment se former plus d'un point de vue psychologique. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, carrément. Ouais. Et ouais, donc du coup, toi, tu dis tu es encore focus sur les dividendes. Par exemple, une société comme Google, qui vient de verser son dividende il y a 1 an, tu pourrais acheter ou pas? Ah oui, Google fait partie fait partie de mon portefeuille. Je l'ai intégré en tout cas. Je l'ai intégré. Alors après, tu vois, c'est un pôle de ma stratégie. Ouais. Après, j'en ai plusieurs. Moi, j'appelle ça la formule 4D. Si tu veux, parce que j'enseigne à mes élèves. Après, je sais pas si c'est bon ou pas, mais c'est mes convictions personnelles. C'est-à-dire, premièrement, on commence tous par des ETF. Alors, tout ce que je vais dire, d'accord, ne sont pas des conseils en investissement. Voilà, investir comporte. Vous pouvez perdre de l'argent en bourse, je sais pas si vous le saviez. Mais s'abstenir aussi. Tu vois, donc c'est ce que je dis, j'aime bien dire ça. Et la base, pour moi, tu vois, c'est si je fais vraiment ma sphère financière, c'est vraiment ma stratégie. Premièrement, c'est les ETF. C'est-à-dire que c'est vraiment une base de diversification, mais aussi d'auto-nettoyage quand des actions sont moins bonnes que d'autres. Par exemple, tu vois, on avait Kodak avant, c'était un peu l'entreprise phare, ça s'est cassé la gueule, etc. Bref, mais c'est bien, tu vois, d'avoir vraiment une base de diversification assez forte au début. Donc en fait, ça représente, tu vois, ce que je recommande souvent, c'est 50%, 60% ETF. Et ensuite, deuxième pôle, deuxième dimension que j'appelle, c'est vraiment d'aller sur des actions sur des actions de qualité, avant même d'aller choper des dividendes. C'est des actions de qualité pour vraiment rajouter de la performance en supplément de votre base de diversification. Ensuite, troisième dimension, c'est plus la dimension dividende. C'est-à-dire que là, tu as action de qualité, oui, mais on a oublié, c'est cerise sur le gâteau, ensuite tu as les dividendes. Et ensuite, les dividendes, donc, on va pouvoir réinjecter donc les gains de façon de dividendes pour faire grossir cette boule de neige. Et cette boule de neige, cette quatrième dimension, ce sont les intérêts composés. Donc en fait, tu vois, ça te fait plusieurs dimensions qui vont construire un tout dans un portefeuille. C'est comme ça que moi je vois la chose. Sinon, moi la stratégie, je fais pas que actions, je fais pas que ETF. J'aime bien éduquer en fin de compte sur tous les pôles qu'il peut y avoir en bourse.
Mais c'est vrai, je te rejoins sur ce que tu dis. Par exemple, moi, ma stratégie, vraiment typiquement, c'est j'ai un socle d'ETF. Un socle, voilà, c'est ça. J'ai Une un base, un socle terrain d'ETF passif. et j'essaye de gratter un peu de performance parce que aussi c'est plus sympa le Voilà. stock picking que d'acheter des ETF. Mais tu vois, j'essaye de gratter un peu à cette Ouais, c'est performance en testant des trucs, etc. Pourquoi pas un peu d'effet de levier sur le Nasdaq. Ah ouais, Non, mais carrément. franchement, j'ai envie de te dire, j'ai 24 ans, donc tu sais, une vie d'investisseur, t'as le temps de te planter, t'as le temps d'apprendre, hein, parce que t'as toute une vie devant toi d'investisseur, donc autant faire ça maintenant. Ouais. Et après, bah, quand les revenus d'à côté du travail augmenteront sur ton principal business, bon bah là, t'enverras des plus grosses cartouches, donc vaut mieux se planter avant et tester des choses avant que de se planter avec, je sais pas, des cartouches à 10 000 euros. C'est sûr qu'il vaut mieux se euros. planter avec 1 000 euros qu'avec 300 000. Tu vois, donc je pense que c'est plutôt pas mal. Après, c'est pas un conseil d'investissement, mais d'avoir vraiment son socle d'ETF et après d'augmenter au fur et à mesure son socle stock picking. Tu rajoutes en gros comment dire, tu sais, j'aime bien prendre des graphiques là. Tu sais, t'as un graphique comme ça qui monte et t'aimes bien rajouter, tu vois, une petite colonne au-dessus, tu vois, qui vient rajouter encore de la perf et enfin rajouter. On espère en tout cas en choisissant correctement nos actions. Et voilà, c'est comme ça que je vois un petit peu l'univers de la bourse. Après, voilà, c'est mes convictions personnelles. Et du coup, toi, aujourd'hui, dans ton portefeuille, t'as à peu près quelle répartition action ETF? Alors, dans mon portefeuille, 50% ETF. Alors là, actuellement, là? Ouais. Ah ouais, donc je vais pas te mentir. Moi, ce que je recommande souvent, c'est 60% ETF, 40% actions. Je vais dire une connerie, je vais dire 60-50, c'est pas possible. Mais j'allais plutôt te dire, tu vois, moi, actuellement, je suis à... Ouais, je dirais 20% ETF, 80% actions. Ah. Ouais. Ouais, non, alors, je pense qu'on a tous le même problème. À la base, j'étais à 60% ETF, 40% actions. Aujourd'hui, c'est l'inverse, 40% ETF, 60% actions. En fait, je trouve qu'une fois que tu mets le pied dans le stock picking, t'arrives plus à acheter des ETF. Ouais, c'est difficile. Plus difficile. Et ça, je sais pas pourquoi. Parce que, alors, peut-être qu'aussi, on a un biais un petit peu, peut-être, il y a l'ego, tu sais, comme on en avait parlé tout à l'heure, il y a l'ego qui joue un peu qui prend compte. Et peut-être aussi, tu vois, le fait de vouloir performer un petit peu, tu vois, de parfait. Je sais pas quel état d'esprit vous avez, si vous êtes compétiteur ou pas, mais enfin moi je sais que je baigne un peu dans l'athlétisme depuis que je suis jeune, je fais des compétitions, des championnats de France, etc. J'ai fait ça et j'ai toujours eu, tu vois, cette envie de parfait, de surperformer, mais pas que, de comprendre comment. C'est-à-dire, tu vois, les mécanismes qui font que tu vas mieux performer à long terme. Et donc en fait c'est là qu'après tu vas lire plein de bouquins. Tu lis des bouquins sur tu vois, sur Terry Smith, sur Peter Lynch, sur Warren Buffett, et tu dis ok, ces mecs là ont perfait, ils ont fait par exemple le 100 mètres en 10-50, en 10-30, en moins de 10, et tu fais comment est-ce qu'ils ont fait, c'est quoi leur style d'entraînement, quelle charge ils poussent, tu vois. Et donc du coup tu te renseignes sur ça. Et moi j'aime bien avoir une méthodologie, vraiment comprendre comment est-ce qu'ils font et comment est-ce qu'ils font. Et c'est ça qui m'intéresse plus que limite gagner en bourse, tu vois. Ouais. Et c'est super passionnant. Je suis d'accord avec toi, et c'est là où moi j'ai un peu du mal, tu sais, aussi avec l'argument 90% des gens sous-performent le marché, donc ça sert à rien d'essayer. Même je crois que t'en as une autre qui est faite pour les particuliers. J'ai plus le nom de l'étude, mais je crois que t'en as une qui a été faite justement sur les particuliers aussi, avec ce 9 type particuliers sur 10 perdent de l'argent en bourse. Mais le problème, c'est qu'ils disent pas que c'est sur du forex. Mais sur le trading, ça? Ah ouais, plus sur le trading, je crois. Ouais, c'est ça. Mais en fait, le problème de ce genre d'études, bon, l'étude Spiva, on en a parlé, on a fait un autre podcast avec Sony disponible sur sa chaîne, dans lequel on a abordé l'étude Spiva. Donc, si vous voulez creuser le sujet, allez-y. Et tout ça pour dire que j'ai du mal avec cet argument, parce que c'est comme si tu disais, ça sert à rien, par exemple, d'essayer de courir le 100 mètres, comme tu disais, en moins de, alors je sais pas quels sont les chiffres pour le 100 mètres, mais en moins de 10 secondes 30, parce que 90% des gens n'y arrivent pas. Oui, mais c'est hyper défaitiste, c'est hyper triste comme mentalité. Tu vois, si t'essayes pas, si tu t'entraînes pas, c'est sûr que tu n'y arriveras jamais. Exactement. Moi, j'ai vraiment cette, tu vois, esprit un peu, tu vois, d'application, de recherche. J'aime bien m'appuyer sur des faits, tu vois, sur des recherches qui ont été faites. Tu vois, souvent, j'ai été blessé au tendon d'Achille. J'aime bien, tu vois, voir tout ce qu'ils font, tu vois, chez les kinés. Tu vois, quelles sont les méthodes de rééducation, quelle charge faut faire. Est-ce qu'il faut faire du concentrique, isométrique, ou statique, ou du excentrique, concentrique. Ouais, t'as iso, concentrique, excentrique. Bon, bref, t'as tout ça. Toutes les méthodes de contraction pour faire mieux, pour essayer de te guérir. Et moi, j'adore chercher ça. Alors après, par contre, t'as des gens qui veulent pas faire ça du tout, quoi. C'est-à-dire ils s'en foutent, tu vois. Eux, ce qu'ils veulent, c'est du pré-mâché. Donc souvent, il y a des ETF, souvent, voilà, ils veulent plutôt là-dessus. Et oui, parce que ça se trouve, il y en a, ils veulent des ETF parce qu'ils préfèrent la pêche ou voilà. Mais moi, en fait, je pars du principe où, personnellement, quand je veux vraiment me mettre, par exemple, la miroiterie ou la bourse, en fait, faut s'y mettre à 100%, ou vaut mieux pas s'y mettre. Parce qu'il y a rien de pire que les gens qui ont des projets, etc., mais qui se donnent pas à fond dedans.
En finance, on lit pas le mec qui a échoué sur tout son stock picking. On lit les meilleurs. On lit Peter Lynch, on lit Warren Buffett, on lit toute la clique. Donc forcément, t'as envie de faire comme eux. T'as envie de dire, le mec, il est fou, tu vois. Quand tu lis les biographies de Nike, quand tu vois le mec, il part de rien, il réussit. KFC, il est devenu millionnaire à 60 ans. Donc forcément, t'as envie de faire pareil. McDo, ça. Hein? C'est McDo. Ouais, KFC. KFC aussi. KFC. Ah bon? Ouais, KFC aussi. Ah, je connais l'histoire du mec de McDo, là. Ray Kroc. Ray Kroc. Monsieur Rock. Monsieur Rock. Mais non, quand tu vois tout ça, tu vois, t'as envie d'être le meilleur. Surtout que bon, pour le coup, la finance, c'est pas un jeu d'équipe, quoi. Chacun son portefeuille, chacun sa performance. Donc, c'est un peu un jeu compétitif. Mais c'est un jeu qui est passionnant parce que tu peux apprendre tellement de choses, même pour ta vie quotidienne. Déjà, comment gérer tes finances, comment gérer une comptabilité, comment, je sais pas, comment performer sur une classe d'actifs, etc. Donc, je pense que tout est bon à prendre, mais faut se donner à 100%. Sinon, en vrai, je sais pas, achète du Bitcoin et des ETF, ça ira plus vite. Non mais oui, il y a vraiment des convictions personnelles. Je pense qu'il faut aussi attacher. Après voilà, on a des projets. Je pense qu'il faut avoir du stock. Les gens qui sont stock pickers, je pense qu'ils sont un peu l'âme compétitive quand même. Ils veulent aller chercher de la perf. Il y a un peu d'ego. Alors attention, l'ego par rapport à ça, faut bien être conscient. C'est important de rester humble. Ouais, c'est important de rester humble. Ouais, les biais mais aussi, il y a une question de passion aussi parce que si tu fais du stock picking, c'est forcément que t'aimes un peu ça. C'est sûr que la personne qui s'en fout de la bourse, tu vois, moi je prends l'exemple de ma copine, bon, elle achète des ETF, ça lui va très bien, tu vois, elle va jamais aller mettre le nez dans un rapport annuel, ça l'intéresse pas du tout. Man, et surtout, elle va mieux performer sur 30 ans que quelqu'un qui a passé sa vie. C'est tout à fait dessus. normal. Mais bon, je pense que si vous écoutez Focus Fondamental, c'est que vous aimez, c'est que vous aimez la bourse. Donc forcément, ouais, il y a une question de passion aussi. Quand tu mets le doigt dans le stock picking, après, c'est hyper intéressant. Mais du coup, toi, aujourd'hui, dans ton portefeuille stock picking, si tu devais nous parler un peu de tes plus grosses convictions, pas forcément position, mais convictions, toi, est-ce que t'as, par exemple, un peu une ligne un peu exotique, tu vois, pour pas parler de Google, Microsoft ou quoi, que tu pourrais nous pitcher un peu? Une ligne exotique. Un peu exotique, ouais. Une action dont on n'a pas forcément l'habitude d'entendre parler. Ouais, j'en ai très peu. Moi, c'est plutôt justement des lignes. Alors en plus, il y en a plutôt pas mal. Moi, j'aime bien Kinsale Capital. Je connais pas du tout. Kinsale Capital, qui est plutôt dans l'assurance pour les petites et les moyennes entreprises. Ok. Je vais pas vous faire tout le business, mais en fait, moi, c'est très long. Ouais. Mais moi, j'aime bien, tu vois, j'aime bien me référer plutôt aux chiffres. Ouais. Et c'est vrai que quand tu regardes par rapport au ROCE, tu vois même par rapport aux marges, tu vois que c'est super haut, mais depuis très très longtemps, et tu vois que l'entreprise c'est ça, sur uniquement américain, uniquement une entreprise américaine, et qui surperforme depuis, vraiment, je crois, depuis, si tu regardes sur 10 ans, elle a dû faire depuis plus de 3000%, un truc comme ça. Ouais, pas mal. Donc quand tu regardes quand tu regardes à long terme, c'est très très puissant. Après, mes convictions personnelles, moi je t'avoue, c'est beaucoup sur de l'analyse qualitative. Ouais. C'est vraiment beaucoup sur ça, de l'analyse plutôt qualitative plutôt. Ouais, j'ai dit qualitatif. Vraiment appuyé sur des ratios, vraiment sur une méthodologie qui est claire pour pouvoir vraiment acheter ensuite les actions et vraiment pouvoir avoir une forte conviction. Plus, tu vois, alors aussi beaucoup le management. J'aime bien aussi me référer par rapport à comment est-ce que le fondateur évolue à l'intérieur. Oui. Ça aussi, c'est super intéressant, je trouve. In fine, tu confies ton argent à c'est des ça. humains, à l'équipe. Je pense que c'est avant tout ça. Après voilà, mes positions personnelles, après je sais pas si c'est après tu vois, ça peut évoluer à la hausse comme à la baisse, mais il y a Evolution AB, tu vois, ou sur lequel aussi j'adore et qui se plombe. Il y a Novo Nordisk. Alors Novo Nordisk, tu vois, c'est aussi un cas à part, mais ça baisse beaucoup, mais avec des fondamentaux qui ont été extraordinaires sur les 10 dernières années, mais qui se fait plomber parce qu'il y a Eli Lilly derrière. Il y a aussi des résultats, moi je trouve, qui a été punitif par rapport au Wegovy, par rapport au test clinique. Je sais pas si c'est le Wegovy ou l'autre CagriSema. Je crois que c'est le nouveau là qui est CagriSema, non, c'est ouais, je crois que c'est ça. C'est ça. Et en fait, ils attendaient 25% de tests positifs, ils ont fait 18, un truc comme ça, ou 23. Et du coup, ça a été plombé justement par c'était punitif, genre tout le monde l'a mal pris, bam, ça chute et ça chute encore. C'est quasiment un monoproduit. Et c'est un monoproduit, et voilà. Et ça aussi, c'est risqué. Je pense qu'il y a une autre aussi. Alors, c'est pas une erreur personnelle, mais je pense qu'il faut faire attention. Je pense aux entreprises qui
qui font leur business sur un seul et même produit. Ouais. Parce que si ce produit, je sais pas, il y a un truc, imaginons, je sais pas, Apple, je sais pas, j'ai une connerie, mais tu vois, genre pénurie, non, même pas. En Chine, t'as vu ce qu'ils ont fait à un moment donné? Les cargos. Ouais, les cargos, même, tu vois, je sais pas, ils bloquent tout. C'est pas les terres, comment on appelle ça? Les terres rares. Les terres rares. Ouais. T'imagines, tu bloques ça? La Chine, ils disent, non, on n'envoie plus de terres rares, il faut comment? Il y a plus de tech. Et donc, voilà, c'est beaucoup plus large. Mais, je pense que sur les monoproduits, c'est chaud. Non, c'est clair. C'est dangereux. Moi, je pense que les monoproduits, surtout la pharma. Je pense qu'on le sait, la pharma, c'est un peu, quand même, ça volatile. On l'a vu aussi avec United Health. Pour ça, United Health aussi, c'est pas leur faute, quoi. C'est vraiment, Après, c'est leur faute parce que je pense qu'ils ont surfacturé, mais bon, après, c'est vraiment. Mais c'est le contexte aussi. Après, c'est le contexte américano-political, là, je sais pas quoi. Mais en fait, c'est ça le problème Trump de United Health, je trouve, et de la pharma. C'est que t'es trop dépendant de la réglementation et de l'État. Oui, c'est ça aussi. Ça a très bien fonctionné pendant 20 ans, tu vois. C'est ça. Ouais, mais donc, jusqu'au jour où t'as un gouvernement, un changement de gouvernement et le United Health, c'est vraiment, pour avoir vu pas mal d'interviews et tout, c'était vraiment considéré comme le Air Liquide français, quoi. Ouais, c'est Sauf ça. que Air Liquide français, il a perdu 40% en 2 mois. En quelques temps. Donc, même pas 2 mois. Donc, et ça, tu vois, tu peux pas venir. Et c'est ça, encore une fois, on en parlait tout à l'heure, mais les limites un petit peu de ma stratégie et de l'analyse, tu vois, un peu fondamentale et quality, c'est que tu peux tomber sur une superbe boîte qui a des fondamentaux extraordinaires pendant 10, 15 ans, et du jour au lendemain, je sais pas, il peut se passer un truc, voilà, une affaire, un scandale, etc. Tout peut chuter. Vraiment, ça peut être fatal. C'est un peu le problème, justement, je trouve, c'est pour ça que moi, personnellement, j'ai tendance à de moins en moins, enfin, à essayer de me détacher justement de cette analyse quantitative pour plus aller chercher le fondamental, c'est que quand tu te bases sur le quantitatif, tu te bases toujours sur le passé. Donc, exactement. En fait, dans tous les cas, tu as une entreprise comme Novo Nordisk, elle a explosé parce que elle a eu Wegovy, je sais plus comment elle s'appelle, Ozempic, et elle a eu un boom après le Covid. Mais en fait, tu regardes, tu as beaucoup de boîtes. Par exemple, tu prends Apple avant 2007, avant l'iPhone, c'était éclaté comme business. Tu prends Nvidia. Il y avait pas de croissance. Nvidia, Nvidia, c'est un cas d'école. Tu prends Nvidia sans le segment data center, ça vaut rien. Ça a été flat pendant je sais pas combien de temps, Nvidia. Il y avait 0 croissance sur Nvidia. Très long. Mais du coup, si tu devais choisir, 5 ratios, justement, je te retourne la question. 5 ratios pour choisir, parce que on a répondu tout à l'heure, mais à ton tour. La première, je pense que le premier, c'est je vais jouer toujours sur les intérêts composés, parce que les intérêts composés aussi, alors les gens ils vont se dire quoi, intérêt composé, un ratio? Non, en fait, c'est moi le premier ratio, c'est avec je pense c'est le ROIC qui peut être intéressant, parce qu'en fait les intérêts composés, on parle souvent que oui, ça fonctionne aussi quand tu réinjectes les dividendes, mais les intérêts composés fonctionnent aussi dans une entreprise. C'est-à-dire que si une entreprise alloue correctement son capital, donc gère correctement les dettes, donc avec le ROCE, c'est-à-dire que donc plus le ROCE est élevé, plus donc l'entreprise est capable donc de réinvestir avec une bonne rentabilité. Année 1, ça fait ça, année 2, ça fait ça, année 3, donc ça augmente parce que la rentabilité est exceptionnelle, parce qu'ils savent bien réinvestir leur argent. Donc forcément, mathématiquement, si tu réinvestis 1 million correctement et que ça te fait 40% de ROIC, forcément, ton cash flow, il va, tu vas gagner 400 000, etc. Donc tu vas pouvoir agrandir la boîte. Donc le premier critère, moi je pense que ce sera le ROCE, vraiment. De toute façon, tu as quasiment tous les investisseurs qui le disent, tu vois, Warren Buffett, Peter Lynch, Terry Smith que j'ai lu récemment, ROE, enfin eux ils parlent plus du ROE, moins du ROCE, je sais pas pourquoi. Ils parlaient pas trop des fric. Non, ouais. Ouais, je trouve que c'est un bon indicateur. Deuxièmement, ça va être les marges. Alors marge, tu vois, je regarde même de plus en plus, ça comme on s'est dit tout à l'heure, plutôt la marge sur free cash flow, de plus en plus. Si une boîte, parce qu'une boîte peut générer plus de chiffre d'affaires, mais si derrière, en fin de compte, elle tire la corde à chaque fois, puis à la fin, il reste de moins en moins, tu moulines dans le vide, quoi. Donc ça sert un peu à rien. Marge sur free cash flow. Du coup, troisième indicateur, t'as aussi le free cash flow, savoir si... De toute façon, si t'as une bonne marge de free cash flow, logiquement, le free cash flow devrait être bon, normalement. Ouais. Logiquement. Troisième indicateur, c'est la croissance du chiffre d'affaires. Donc je regarde à la fois donc la linéarité, c'est-à-dire que je veux vraiment pas en dents de scie, j'aimerais vraiment que chaque année la boîte puisse générer de plus en plus de chiffre d'affaires, ça renvoie une bonne stabilité financière. Donc par exemple, on a Microsoft, Google. Linéarité et plus aussi le CAGR. Donc, le Compound Annual Growth Rate, j'aimerais, tu vois, un CA, enfin vraiment le maximum sur ma méthodologie, j'aimerais que ça soit supérieur à 10%. Alors 10%, au-dessus, pour moi, c'est une note qui est vraiment très très bonne. Je pense que de toute façon, vous fonctionnez pareil avec QInvest en termes de critères. Je pense que 10% aussi pour que ce soit vert et entre 5 et 10, c'est orange, quoi, grosso modo. L'idéal, je pense que après, vous avez vos propres indicateurs. Je pense que tout le monde qui nous écoute, ayez votre
vos propres convictions. Si vous voulez, par exemple, vous mettez un screener, si vous voulez des boîtes qui fassent plus de 15%, voilà, sur le CAGR sur 5 ans, bah, mettez 15%. Mais nous, voilà, par rapport à ce qu'on a lu, par rapport aux ouvrages, ce qui est intéressant, je trouve qu'au-dessus de 10%, ça reste très, très correct. Je crois que j'ai su à 3. Quatrième, ça va être la dette. Ouais. La dette, ce que je regarde, ça va être la dette sur EBITDA. C'est-à-dire en combien de temps est-ce que l'entreprise peut rembourser ses dettes, en combien d'années est-ce que peut rembourser toutes ses dettes avec son EBITDA. Donc je veux inférieur à 1,5. Alors je vais même rajouter du coup un autre peut-être critère, c'est bien sûr la valorisation. La valorisation, alors ça encore, c'est super subjectif, je trouve, la valorisation. Ouais. C'est-à-dire à quel point est-ce que tu es prêt à payer cette boîte. Tu vois, parce que si on regarde Hermès, en fin de compte, quand tu regardes le PER sur 10 ans, en fait, il est au-dessus de 50%, il est autour de 48 fois, je crois, les bénéfices, tu les payes. Et tu te dis, est-ce que tu rentres, est-ce que tu rentres pas? Est-ce que c'est le bon moment ou pas? Mais je pense que timer, c'est super dur. Bon, bien sûr, après, on a des points d'entrée. Je sais pas quels sont vos points d'entrée, quelles sont vos convictions sur ça. Mais je pense que c'est très difficile. Donc après, personnellement, en termes de ratio financier, j'aime bien regarder le PER, le price of free cash flow, et je regarde ça. Et bien sûr, après, si je devais en rajouter un sixième en petit bonus, ça va être les dividendes, quoi. Bien sûr, je regarde les dividendes, la croissance du dividende. Même pas, tu vois, genre l'indicateur rendement n'existe pas. Tu peux avoir un rendement à 0,20, mais ensuite, tu vois, comme on a vu avec le rendement sur coût, le yield on cost, ça peut augmenter au fur et à mesure sur 30 ans. Tu peux te retrouver avec un yield de 10%. Ouais. Ça se trouve, donc c'est très bien. Mais voilà, donc j'aime bien regarder tout ça pour combiner à la fois pour chercher une entreprise de qualité. Et voilà, sinon après t'as différents scores aussi que je fonctionne, un score macro plus global avec un score croissance, score dividende, score valorisation, avec le rachat d'actions aussi, tout ça on en a parlé aussi. Donc ça c'est des critères qui sont hyper intéressants. Mais alors et du coup, comment est-ce que tu achètes tes entreprises? Est-ce que tu fais tous les mois une DCA, tu vois? Ou est-ce que tu fais plutôt du value buy et t'attends vraiment, tu mets du cash de côté et quand tu vois une opportunité, tu mets une grosse cartouche? Et dans ces cas, tu peux nous parler aussi de ta méthode de valorisation qui peut être. Oui, ça va ensemble d'ailleurs. Ouais. Alors, c'est-à-dire quand est-ce que j'achète une action, c'est ça, à quelle fréquence? Quand est-ce, tu vois? Est-ce que t'achètes tous les mois, quoi qu'il arrive, tu te dis tous les mois j'essaie d'acheter une action ou pas du tout? Est-ce que tu gardes du cash et t'achètes que quand tu vois une opportunité et du coup dans ces cas-là, comment est-ce que tu définis une opportunité, quoi? Alors une opportunité, moi je pense que quand il y a des fortes baisses, par exemple quand on a eu, tu vois, le 7 avril, je pense que quand Trump a annoncé vraiment, tu vois, les droits de douane, etc., je pense que c'est des moments où tu dois en profiter. Ouais. Après, mon niveau de valorisation d'achat, j'en ai pas vraiment. Tu vois, il y a pas de méthode de valorisation précise sur ça. Après, tu vois, moi, je fais très global. C'est-à-dire que je reste vraiment généraliste. Tu vois, je fais pas de discounté tu vois, le DCF, par exemple, ça, je le fais pas. Après, j'ai beaucoup aussi sur d'autres sites d'analyse, tu vois, qui ont vraiment, tu sais, une zone de surachat ou zone de survente, etc. Et tu peux donc faire un peu la moyenne. En gros, tu peux aller voir même sur Gros Focus, tu as ça. Sur TradingView aussi, tu peux le voir un petit peu. Tu vois les zones de prix haut, zones de prix bas, et tu vois à peu près, tu vois, si c'est sous-évalué ou surévalué par rapport à sa tendance. Après, t'as des moyennes mobiles aussi que tu peux utiliser. Mais après, en termes de ratio financier, tout dépend aussi au prix sur lequel t'es prêt à payer ta boîte. Tu vois. Tu vas regarder le PER, tu vas regarder le PER, tu vas regarder le price of free cash flow, je regarde quand même parce qu'il faut pas non plus déconner, tu vois, quand Nvidia a été à plus de 100 fois les bénéfices, tu vois, tu te dis pas faut rentrer, tu vois, à un moment donné ça se paye beaucoup trop cher. Mais encore une fois, tu vois, ça s'est payé trop cher à un moment donné, mais celui qui se dit trop cher à $80, tu vois, ou je pense que c'était à autour de 80 où c'était peut-être un peu plus cher, tu vois, où c'était vraiment où ça a bien explosé. Et tu dis t'achètes pas en fait parce que c'est à 100 et maintenant quand tu vois le prix, tu vois, ça continue d'augmenter. Moi, je me rappelle Nvidia, première fois que j'ai regardé, c'était fin 2023, elle était à $40, j'avais dit c'est trop cher. Ah ouais, voilà. Elle est à 130. Et c'est ça en fait, moi je trouve que la valorisation en fin de compte, moi je dis souvent, c'est quel prix est-ce que tu es prêt à payer pour ton grand 8. C'est les grands 8 que tu vois, tu sais, souvent à Astérix, à Disney. Plus t'as un PER haut, plus attention mon copain, plus ça peut chuter fort et ça peut remonter vite. Parce qu'en gros, il y a vraiment je pense que je vais rien vous apprendre, mais sur les ratios de valorisation, plus c'est haut, plus les attentes des investisseurs sont extrêmement élevées. C'est-à-dire que, par exemple, une boîte qui a 42 PE, ça veut dire que tu es prêt à attendre 40 années de bénéfices. C'est ça, c'est ce qu'on dit. Pour retrouver ton prix. Ouais, c'est ça. À partir de là, 40 années, il y a moyen que tu aies claqué avant. Donc, honnêtement, moi, au-dessus de 30, c'est 100 mois. Voilà, au-dessus de 30, mais du coup, tu loupes Hermès, tu loupes Nvidia. Je loupe Nvidia, bien sûr, mais est-ce que Nvidia, c'est un mot? Oui. Est-ce que c'est un mot durable?
Je pense pas. Ouais. Hermès, ça mérite un premium. À ce point-là, je pense pas non plus. Ouais. Donc, des fois, vaut mieux ronger son frein, aller sur d'autres boîtes. Parce que, bon, je pense pas qu'Hermès va faire non plus va encore doubler de prix, tu vois. Donc, ou en tout cas, tu peux peut-être trouver mieux ailleurs pour moins risquer. Parce que si tu as un dégonflement sur Hermès, parce que on a parlé souvent d'un premium sur LVMH. La vérité, c'est que maintenant, il n'y a plus de premium sur LVMH. Donc, s'il y a... Il y a un moinium, là. Ouais, il y a un moinium. Donc, si tu arrives sur cette même tendance sur Hermès, alors qu'Hermès est à 52 PE, le dégonflement risque de faire très très mal. C'est pour ça que, moi-même 50, pour être franc avec toi, je rentre pas sur Hermès. Parce que je me dis que à un moment donné, on va avoir une correction. Mais je me dis toujours ça, en fin de compte. Tu dis toujours qu'il va y avoir une correction, mais comment est-ce que l'entreprise est évaluée? Tu vois, faut aussi regarder, tu vois, le PE sur X années. C'est-à-dire combien est-ce que l'entreprise, tu vois, a été évaluée, par exemple, sur 10 ans? Est-ce que le PER sur 10 ans est autour de 48 fois? Du coup, l'entreprise est valorisée comme ça par les investisseurs, c'est accepté à ce prix-là. Mais il faut aussi faire attention aux médianes et aux moyennes de ratio de valorisation comme ça. Moi, je vais te donner un exemple. J'ai regardé dans l'application, tu as un graphique où tu peux regarder donc l'évolution des ratios de valorisation. Ouais. Donc, tu peux regarder sur les 10 dernières années. Il faudrait que je l'augmente d'ailleurs, ça peut être intéressant de voir 20 ans. Mais grosso modo, tu peux voir l'évolution du PE jour par jour sur 10 ans. Donc, tu as une courbe du PE, price to free cash flow, pareil tout. Tu prends Novo Nordisk, par exemple, tu te rends compte qu'avant 2020, elle était plutôt autour de 20, 18, peut-être même parfois 15, tu vois. À partir de 2020, elle a explosé, elle a atteint des PE 30, 40, 50. Et en fait, du coup, la médiane, si tu regardes que la médiane, tu te dis, OK, elle a une médiane peut-être à 30 sur les 10 dernières années. Mais attention, parce que la médiane des 5 ans d'avant et des 5 ans de maintenant, c'est pas du tout la même. Et si jamais l'entreprise, justement, déçoit et revient à des niveaux de valorisation d'avant, du coup, donc de sa médiane des 5 premières années de la décennie, ça peut faire très mal. Ouais. Et voilà. Oui, c'est pour ça qu'il faut toujours évaluer. Je trouve que le PER, mais c'est comme disait Warren Buffett, tu vois, il faut jamais analyser une entreprise sur ses résultats annuels. Il faut toujours prendre sur une moyenne de 5 à 10 ans. Minimum. Et ça, c'est exactement, je trouve que c'est pareil au niveau du PER. Et même, tu vois, comme tu dis, je pense que c'est même hyper intéressant, tu vois, si tu as un outil qui permet vraiment de même 10 ans, voire même 15, 20 ans, tu vois. Vraiment reculer vraiment en arrière pour voir comment est-ce qu'elle évolue, tu vois, vraiment comment est-ce qu'elle est évaluée. Et ensuite de prendre une décision, OK, je suis prêt à payer cher ou est-ce que je suis prêt à payer pas cher. Mais dans le cas contraire aussi, le PE, ça peut être un peu une value trap. C'est-à-dire, est-ce que du coup on paye moins cher, mais est-ce qu'en fin de compte l'entreprise ne fait que chuter depuis X années? Et du coup, il faut peut-être voir aussi par rapport à l'évolution du cours. Comment est-ce que va le cours? Comment est-ce que... Et je pense, tu vois, c'est comme... on va retomber encore sur nos pieds, mais... Je pense que se limiter uniquement au ratio de valorisation, c'est trop, ça veut rien dire, en fait. Tu vois, faut vraiment élargir encore un peu plus. Mais par contre, le ratio de valorisation nous permet de parler un petit peu, si on parle langage un peu Benjamin Graham, de se dire, on a une marge de sécurité. On se dit, du coup, on peut acheter sous-évalué. Il y a moins de chances que ça tombe sous cette ligne basse. Donc, de retrouver un point moyen. Ça va dépendre. Mais il y a aussi, en plus, un contexte aussi qui est intéressant, où les stratégies, je pense qu'elles évoluent d'année en année. C'est-à-dire que des fois, tu vas peut-être avoir une stratégie qui va être plus momentum une année, une autre qui va être plutôt une stratégie, une décennie qui va être plutôt value investing, ou plutôt une stratégie qui va retourner sur des dividendes. C'est un peu comme un effet de mode. Tu vois, ça se trouve, le value investing, peut-être que dans 10 ans, ça va reprendre, tout le monde va relire Benjamin Graham et on se dit, son livre, tu vois, c'est trop bien. Et du coup, on va se concentrer plus sur des petites valeurs, tu vois, qui sont sous-évaluées. Peut-être que l'année prochaine, dans 10 ans, dans les 10 années suivantes, peut-être qu'on va s'intéresser aux dividendes. Donc, les actions à dividendes vont peut-être plus surperformer. Je sais pas, mais je pense, tu vois, c'est vraiment peut-être, il y a aussi cette cyclicité en termes de stratégie. Je sais pas ce que vous en pensez. De toute façon, oui, il y a des tendances en bourse. En ce moment, on est très clairement dans le quality. Je crois à l'époque de... Quality, à l'époque 2010, c'était les gros investisseurs value, je crois à la Chris Owen, à la Bill Ackman, etc. Donc, il y a des tendances. C'est comme... en 2019, je crois que c'était les énergies renouvelables. On parlait de l'hydrogène, les avions étaient à l'hydrogène. Bon, la vérité, c'est qu'ils sont au kérosène encore. L'intelligence artificielle, là, en ce moment, il y avait les semi-conducteurs. Et il y a plein de bulles. Il y a eu la bulle santé avec tous les Lilly, les Novo Nordisk et tutti quanti. Moi, je pense que la valorisation, ça permet surtout d'éviter de faire des énormes erreurs parce que tu peux acheter du Microsoft, du Google. Bon, la vérité, c'est que tu achètes du Microsoft à 35 de PE. T'as pas fait l'affaire du siècle. Certes, t'as une boîte absolument fantastique, mais tu l'as acheté trop cher, donc quoi qu'il en soit, t'es plombé avec.
Meta, pareil. Meta, tu l'as acheté en 2022, c'est bien mieux que si tu l'achetais même en ce moment ou l'année d'avant. Donc, mais je pense que ça évite les erreurs, en fait, la valorisation. Faut éviter la valo. Mais c'est extrêmement dur psychologiquement parce que, tu vois, moi, quand j'ai commencé à investir, j'avais le biais je faisais une valo sur une société, typiquement LVMH. Moi, LVMH, c'est une position que j'ai revendue depuis parce que je l'ai acheté n'importe comment et j'ai voulu clean cette position de mon portefeuille et repartir sur des bonnes bases. Pour te dire, j'avais un PE de 740. Donc, je suis content de l'avoir vendu aujourd'hui. Ouais. Je l'ai vendu à 600 en plus, donc tu vois, j'ai un peu de marge. Et grosso modo, j'avais fait ma valo à l'époque et j'avais trouvé à peu près 550 en prix juste. Et je me disais, elle était à 700 à l'époque, je me disais, impossible. LVMH, elle redescendra jamais à 550. Bon, elle est à 480 aujourd'hui. 480, ouais. Et en fait, moi, je trouve, avec mes modestes 2 années d'investissement en stock picking, que plus t'es en bourse, plus tu te rends compte qu'en fait, si t'es patient, t'arriveras toujours à trouver des prix exceptionnels pour des entreprises qui sont exceptionnelles. Et tu te dis, en fait, tu penses aujourd'hui qu'elle redescendra jamais, mais il y aura toujours un moment où elle va se prendre une claque et où tu vas pouvoir l'acheter complètement décoté. Genre Google en 2022, aussi à $90, c'était un braquage. LVMH aujourd'hui, moi, honnêtement, LVMH, elle atteint 460, je pense que je rouvre une position. 460, vraiment. T'en es pas loin, là. Il a posé je suis ça. pas loin. Ouais, Non, mais 460, franchement, j'ai calculé, j'ai une marge de sécurité qui est monstrueuse. Donc, Ouais. Mais après, tu vois, c'est encore cette échelle de temps. Est-ce que, tu vois, tu te dis, est-ce que dans 20, 30 ans, est-ce que acheter à 460, est-ce que ça change quelque chose que si tu l'achetais à 550? Alors justement, j'avais fait un petit exercice là-dessus sur Microsoft. Ouais. J'avais calculé, en gros, si tu l'achetais au plus haut de la bulle Internet des années 2000, tu restais dans le négatif pendant 16 ans. 16 ans, ouais. C'était monstrueux. Tu retrouvais ton investissement en 2015, grosso modo. Tu l'achetais juste un an plus tard, en 2001, tu retrouvais ton investissement en 5 ans, même pas. Et le rendement, le compound, le CAGR sur toute la période jusqu'à aujourd'hui, c'est triple. Genre ton capital, c'est x3 par rapport à si tu l'avais acheté à $50 au plus haut de la bulle Internet des années 2000 ou à $20 un an plus tard. Ouais. Donc en vrai, la différence, elle peut être longue. Elle est monstrueuse. Elle est monstrueuse, mais c'est comme en immobilier en fait. Tu te dis pourquoi en bourse tu paierais un actif trop cher alors que quand tu achètes une maison, ça ne te viendrait jamais à l'idée de l'acheter 20% au-dessus du prix du marché. Tu vois. Ah non, mais ça, je suis entièrement d'accord. C'est pour ça que, tu vois, l'effet un peu dividende, moi, je trouve que ça rassure un peu, tu vois. Parce que du coup, les dividendes, peut-être que les investisseurs, au lieu de se dire, ouais, on continue de vendre, on continue de mettre à pression, tu vois, cette pression vendeuse, tu sais que t'as peut-être la fidélité LVMH, t'as ça. Alors, tu gagnes pas grand-chose avec les fidélités LVMH par rapport à Air Liquide. Mais tu vois, t'as ce petit dividende qui peut toujours rémunérer sur cette période de 16 ans. Et 16 ans de rémunération sur un dividende, c'est toujours plus intéressant que 16 ans sans rien. Moi, c'est pour ça que j'aime toujours un peu les dividendes grower. Bien sûr, grower, voilà, j'aime toujours les dividendes qui augmentent chaque année. Parce que sur ces 16 ans, peut-être que tu auras gagné, peut-être en rendement sur coût, tu auras gagné peut-être 5 à 6%. Ouais. Et du coup, ça peut être super intéressant, en plus d'avoir ce petit indicateur qui peut être sympa. Je dis petit indicateur parce que bien sûr, le dividende ne doit pas être l'indicateur phare de sélection. Mais ouais, en effet, c'est vrai que acheter au plus mauvais moment, ça peut être très coûteux, comme Nvidia par exemple, acheter au plus haut, je sais pas, on est à combien? On est à 130. En plus, elle a publié ses résultats, elle a fait plus de 46% de bénéfices là. C'est monstrueux, elle arrête pas. Elle bat ses records et ça continue. Mais c'est pas, moi je pense que c'est pas durable à long terme. Mais après, seul l'avenir nous le dira. Mais ouais, non, plus ça va, tu vois, plus j'accorde de l'importance à la valorisation justement. Ouais. Moi, ça, je regardais très peu la valorisation, mais maintenant je me rends compte que tout ta perf en fait. C'est ça. Même une entreprise pourrie. Tu peux acheter du Renault. Tu peux acheter du Renault quand elle était à 4 de PE et avoir tes 70% de performance aujourd'hui. Même Total en 2020. Même Total en 2020, ton bagger tranquille. Donc en fait, tu te rends compte que tu peux acheter une. Alors bon, il y a daube et daube. Tu peux tu peux acheter une belle entreprise, mais si tu achètes décoté, réellement décoté, où tu as fait un vrai travail sur de 1 ta patience et de 2 ta valorisation, tu peux vraiment beaucoup gagner. Donc ça sert à rien d'avoir toutes les magnifiques Sun7 en portefeuille, les dernières tendances, les ASML et tutti quanti, si en fait tu les as tous achetés à 700 balles. ASML, c'est un cas d'école aussi. Moi, je me rappelle, alors pour le coup, moi j'ai un PRU qui est pas trop mal, tu vois. Je suis à 630 € sur ASML. Et je me rappelle quand elle était montée à 1000 € en 2024. C'était très haut. Elle était montée très haut. Ensuite, elle était redescendue. Et je me rappelle, tu avais beaucoup de gens qui disaient, grosso modo, ASML, même à 800 €, c'est bien et tout.
Et moi, honnêtement, pour le coup, celle-là, j'ai pas fait l'erreur, tu vois. Moi, j'avais un prix juste autour des 630, 640 euros. J'ai jamais racheté quand elle a dépassé ce prix juste-là. Et tu vois, si tu arrives à être patient, tu pouvais la toucher à 520 euros le 7 avril. Mais c'est hyper dur. Franchement, c'est hyper dur parce que tu as l'effet inverse de te dire j'ai envie d'investir dedans et si j'investis pas maintenant, peut-être que j'aurai jamais l'occasion. Et je pense que tu vois, la valorisation, je pense que c'est vraiment un métier à part entière. C'est super même dur psychologiquement, la valorisation, je pense que c'est le critère, le score, tu vois, un peu la thématique qui est la plus difficile vraiment à analyser. Je pense. Parce que après voilà, c'est super subjectif aussi. Combien est-ce que tu es prêt à payer une boîte Puis ça évolue assez vite en fait. Ça évolue, par ça peut rapport évoluer au trimestre qui sortent, par rapport au si est-ce qu'elle pivote ou pas. Ça arrête pas de bouger. Ouais, c'est vrai que c'est très très difficile. Donc c'est pour ça que moi je vous dis que la valorisation, je prends toujours en compte, mais c'est extrêmement difficile. En tout cas, tu vois, moi j'essaie toujours de me mettre à la place de mes élèves. C'est-à-dire que je dis toujours, tu vois, j'essaie de simplifier au maximum, mais comment est-ce que tu peux simplifier des ratios de valorisation pour le rendre abordable à tout le monde? Alors, en tout cas, bon, j'ai réussi à mon niveau à le faire avec plusieurs barèmes, plusieurs indicateurs, comme le price to free cash flow, comme le PER, comme je regardais également le PEG. Ça, c'est super. Le PEG, ça a été véhiculé par Peter Lynch en plus, celui-là. Ouais. Inférieur à 1,5. En gros, ça montre, pour ceux qui connaissent pas, mais le PEG, c'est le Price Earning Growth. J'aime bien dire ça, c'est mesurer le PER, mais d'un point de vue beaucoup plus dynamique dans le temps. C'est-à-dire que là, on va mesurer, par exemple, les bénéfices, on prend les bénéfices attendus. Et donc, combien est-ce que l'entreprise est évaluée par rapport aux bénéfices attendus. Ouais. Et donc, c'est super intéressant. Tu le fais aussi, Hugo? Ouais, moi, j'utilise, mais alors, pour le coup, j'utilise pas avec les EPS prévus. J'utilise avec la médiane de croissance 10 ans. C'est-à-dire que tu prends le PE, tu le divises par la médiane de croissance à 10 ans et ça te donne le PEG, mais par rapport à l'historique de l'entreprise, du coup, et pas par rapport aux attentes. Ouais. Je trouve ça assez intéressant et surtout, moi, je me suis pas mal basé sur le price to free cash flow growth. C'est la même chose, mais avec le price to free cash flow et la croissance médiane des free cash flow sur les 10 dernières années. Donc, tu divises. Et par exemple, un super achat que j'avais fait, c'est Fortinet. Bon, alors, elle verse pas de dividendes, mais elle est exceptionnelle, cette société. Ouais, j'en ai entendu parler. Et en fait, quand je l'avais acheté, je me rappelle, toi, tu me disais, mais c'est super cher, t'es malade. En fait, elle était à 34 de price to free cash flow, un truc comme ça. Par rapport à son historique, c'était pas très cher. Mais surtout, en fait, tu regardais son price to free cash flow growth, elle était à 0,80. Parce que historiquement, elle avait une croissance du free cash flow à 30% par an, 30, même plus, je crois. Je crois qu'elle était à 28 de price to free cash flow quand je l'ai acheté, un truc comme ça. Bref, elle avait un price to free cash flow growth inférieur à 1. Et du coup, je me suis dit, il faut absolument que je l'achète. Et ça a payé. Donc, je trouve que le PEG ou le price to free cash flow growth, c'est des ratios qui sont super intéressants. C'est intéressant de le véhiculer, ouais, ça. Ouais, le PEG. De toute façon, plus vous combinez après des ratios de valorisation, mieux c'est, en tout cas, pour votre marge de sécurité, je trouve. Mais le plus dur, c'est d'être patient. Ça, c'est la psychologie. De toute façon, la psychologie, je trouve que c'est 80% du boulot, quoi. C'est quasiment tout. Hein. Et surtout que quand ton entreprise arrive sur des niveaux d'achat intéressants et qu'elle devient décotée, c'est souvent quand il y a des problèmes dessus. Ouais, c'est value trap. C'est un peu ça. C'est LVMH en ce moment, par exemple. C'est une value trap. C'est parce qu'il y a des problèmes sur LVMH. Ouais. Et donc, il faut arriver à être contrariant et à toujours avoir confiance dans ou évolution AB en ce moment. Ouais. Alors, LVMH, est-ce qu'il y a vraiment des problèmes? Moi, je pense que c'est plus des problèmes géopolitiques, plutôt avec c'est macroéconomique. Et moi, j'ai toujours tendance à dire ça. Je trouve que les problèmes macro, ça dure jamais. Après, LVMH, non, t'as des convictions peut-être personnelles sur LVMH. Moi, je pense qu'il y a aussi un peu de problème sur la qualité perçue des produits. Oui, c'est vrai. Qui s'est beaucoup dégradé, ça va ce qui n'a pas été le cas sur Hermès, du coup. Ouais, Hermès garde un peu cette qualité premium, un petit peu sur les sacs et tout, c'est artisanal. Ouais. C'est vrai que LVMH, en fait, et c'est ça qu'on a peur, et c'est ça que Peter Lynch en plus véhiculé avec le diversification. C'est-à-dire que plus une entreprise vient pisser dans le vide, ce qu'il disait entre guillemets, c'était pas lui qui disait ça, c'était le président de Pennzoil. Eh bien, plus en fin de compte l'entreprise va diluer un petit peu son free cash flow, etc. et va faire des mauvais choix stratégiques. Moi, je trouve qu'une entreprise, alors tu vois, c'est un peu contradictoire. Je te disais que les entreprises qui font du monoproduit, c'est dangereux. Mais étrangement, tu vois, ceux qui zooment vraiment, qui sont experts dans leur truc, c'est souvent les meilleurs. Et tu vois, c'est ce qu'on disait, LVMH, moi, je trouve que elle s'éparpille peut-être un peu trop. Elle va chercher. Moi, j'aurais été d'accord que LVMH s'éparpille, mais qu'elle garde par contre des produits vraiment premium de qualité. Et je trouve qu'elle fait un peu en fait du qualité pour monsieur et madame tout le monde entre guillemets. Tu vois que tu peux acheter un porte-clés à Louis Vuitton pour 200 €. Après, c'est juste que Hermès, c'est un monoproduit, c'est une société, etc. Alors que
Louis Vuitton, c'est un conglomérat. C'est tu un vois, c'est conglomérat. 74 maisons, 74 ou 75 C'est maisons. un ETF de luxe. Hein, Ouais, LVMH, voilà, également. c'est ça. Il y a, limite, c'est même pas comparable. Les deux sont sur le secteur du luxe. Il y en a un qui va partir un peu sur du freemium, là, tout ce qui est, pas freemium, mais premium, tout ce qui est un peu Sephora, des trucs Oui, un voilà, peu c'est ça. accessibles Ouais, à ouais. tout le monde. Mm. Mais à côté de ça, bon, ouais, ils ont Dom Pérignon, ils ont Louis Vuitton, même si ça a baissé comment dire? Bah, je pense que c'est des vins spiritueux aussi qui ont pris très très cher. Ouais, Oui, mais là, aussi, macroéconomie, ils ont eu un problème avec leur stock. Bon, après, ça fait 60 ans. Ça fait 3 ans qu'ils nous disent qu'ils ont un problème Voilà. avec les stocks. Ouais. Mais bon, normalement, ça devrait se résorber. Et je crois qu'ils veulent en plus détacher LV. Non, c'est pas Louis Vuitton qui veulent. Oui, ils veulent détacher. Tennessee, ils veulent détacher. entre Moët Tennessee Ouais. et Louis Vuitton. Ah ouais? Ouais, ils Ils en veulent parlent faire ça. Alors c'est en apparemment. pourparler. Après, on sait pas si c'est vraiment se faire ou pas. Mais... Bon, sur ce, avant de finir, donne-nous un conseil aux viewers, à ceux qui nous regardent, à ceux qui nous écoutent, Je vous regarde. pour ceux qui aimeraient se lancer en bourse. Voilà, un conseil vraiment. Bah après ça va être un peu, j'ai envie de dire, c'est un peu bateau. Est-ce que je vais répéter comme dit tout le monde, se former peut-être, se formez-vous. Non, je vais pas dire ça. Je pense que je vais être un peu plus pragmatique. Je pense que pour ceux qui s'intéressent vraiment, vous êtes débutant, vous voulez vous lancer dans le stock picking, ce qui peut être intéressant, c'est de créer vraiment vos premiers outils d'analyse vous-même. Parce que dans la mesure, attention, je dis pas que vos outils, vous faites n'importe quoi, vous faites de l'excellent travail, mais je pense que c'est intéressant de créer votre propre méthodologie d'analyse. C'est-à-dire, vous avez vos indicateurs, vous allez chercher un peu sur Internet. Ok, vous voyez, vous la marge nette, vous voulez combien? Est-ce que vous voulez super à 20%? Moi, ce que je fais, je mets marge nette super à 20%. Ok, si ça coche cette cage-là, ça peut être un bon critère pour, une bonne entreprise qui rentre dans mes critères. Deuxième critère, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voulez ça? Est-ce que vous voulez ça? Enfin, bref, voilà, c'est ce qu'on fait avec Sequoia. En tout cas, on a des tableurs comme ça qui permettent de chercher eux-mêmes les informations. Et ensuite, une fois que vous êtes bien formé, une fois que vous avez une méthodologie d'analyse, et ben là, vous êtes bon. Mis à part, enfin, tu vois, c'est difficile. Un conseil, en tout cas, c'est un conseil que je donne pour ceux qui souhaitent se lancer, parce que vous avez une chaîne d'analyse fondamentale. Du coup, j'imagine que c'est plus des stock pickers que vous avez. Ouais, c'est pas des ETF purs. Mais pour ceux qui souhaitent, les débutants, un conseil, créez votre méthodologie d'analyse, c'est super, c'est à super vous de important. fouiller, quoi, tout simplement. Ouais, vraiment. Okay. Et on a encore un peu de rap, peut-être. Dernière question pour la fin. Si tu devais choisir, quelle est ta pire erreur que tu as fait en bourse aujourd'hui avec du recul? La pire erreur, je pense que ça va être un peu lié au biais, deux choses en fait. Premièrement, ça va être le biais de l'herding qu'on appelle le biais moutonnier. Ouais. C'est-à-dire que souvent vous allez écouter des gens qui vont, mais ça c'est humain, qui vont vous dire par exemple, qui vont parler d'Hermès, qui vont dire c'est une boîte extraordinaire machin, c'est une boîte extraordinaire. Mais est-ce que pour vous c'est le meilleur moment pour rentrer maintenant? Faut faire attention, tu vois, avec les ratios qu'on a, les ratios de valorisation. Faites attention, tout ce que vous entendez peut-être sur les médias. Et ça, moi je l'ai fait. Tu vois, quand j'ai commencé, j'ai investi sur les SPAC. Tu vois un peu ce que c'est, là, les sociétés qui rentrent en bourse là un petit peu, qui sont attachées en fusion avec une autre boîte. C'est ce que fait Jack Mallers avec 21 Capital. Voilà, et ça les SPAC, et franchement il y a eu un boom sur les SPAC, donc moi bien sûr je rentre dedans, c'était à mes débuts, tu vois, tu rentres dedans, ça propose un bon dividende, etc. Tu fais allez vas-y je rentre dessus. Et tout se casse la gueule après en 2022, 2023, les SPAC, ça fait moins 90%. Donc faire attention, tu vois, c'est pareil avec les véhicules électriques, pareil, ça a monté, puis ça a descendu. Et souvent, les fortes montées sont souvent associées à de fortes... les grosses tendances. Les grosses tendances. C'est vite, quoi. Ouais, c'est ça, c'est des effets de mode. Et ça, faut faire attention. Et moi, je l'ai vécu. Et faites attention aussi au haut rendement de dividendes. Voilà, un haut rendement de dividendes ne veut pas forcément dire une société gage de qualité, quoi. Souvent l'inverse d'ailleurs. C'est souvent l'inverse, mis à part peut-être les rates. Ça c'est dommage, c'est un sujet qu'on aurait peut-être... C'est vrai. Les rates sont très sympas aussi à avoir. Peut-être lors d'un prochain podcast. Peut-être pour un prochain podcast. Carrément. Merci Sony d'être venu sur le podcast. Merci à toi Sony. Avec grand plaisir. J'ai même pas vu le temps passer, tu vois. Et puis où est-ce que les gens du coup peuvent te trouver? Alors les gens peuvent me suivre principalement sur ma chaîne YouTube. Sequoia, toi vous tapez Sequoia comme c'est là. Hyper corporate le gars. Sur Instagram aussi, vous pouvez me suivre YouTube, Instagram, ça reste mes deux plateformes majeures. Et encore merci bien sûr à vous et vous aurez de les liens m'avoir en description bien sûr si je vous encourage à aller suivre merci. Sony. Merci à toi, salut à tous. Ciao. Merci les gars, à bientôt. Ciao.